tout aussi passionnant que les deux précédents. On va passer aux aspects diagnostiques et thérapeutiques du métabolisme dans les états critiques. Et on va commencer par la présentation de Manuel Schiff, qui est pédiatre métabolicien à l'hôpital Necker et qui va nous parler des aspects diagnostiques des maladies mitochondriales chez l'enfant. Merci beaucoup, Mehdi. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, et vous voyez le diaporama. Alors, d'abord, merci beaucoup, Mehdi, de m'avoir proposé de participer à votre séminaire. Je suis malheureusement, je ne peux pas me déplacer, mais j'ai assisté à une partie des séminaires ce matin et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et tu m'as demandé de parler du diagnostic des maladies mitochondriales à un public de réanimateurs. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je crois qu'il y aura des terrains de discussion à la fin, puisque vous avez une connaissance vraiment précise de la biochimie et de la physiologie et de la physiopathologie. Et c'est donc tout à fait avec plaisir que je vais vous présenter ce sujet, qui est un sujet donc de pathologie pédiatrique. Et le plan que je vous propose pendant les 20, 25, 30 minutes qui me sont accordées sont de vous donner quelques mots d'introduction pour définir le sujet et ensuite de passer la majeure partie du topo sur des présentations cliniques pour ceux avec qui ce ne serait pas familier, pour brosser le décor, la physiopathologie, les investigations pour conduire le diagnostic de ces maladies et la thérapeutique qui malheureusement, c'est le premier point, et ça fait partie des maladies génétiques en pédiatrie pour lesquelles on est encore très très loin de pouvoir accéder à des traitements. Alors, c'est volontairement que je passe un tout petit peu de temps sur cette diapositive qui illustre le rôle de la mitochondrie en tant qu'interface nutritionnelle, mais aussi les autres rôles. Donc, si vous voulez, les autres rôles, on peut déjà les aborder, c'est ce qui est listé à droite, et c'est des rôles qui sont absolument majeurs dans la biologie cellulaire, des rôles dans l'apoptose, des rôles dans la synthèse de l'hème et des centrofères soufre, des rôles dans le stress oxydatif, et ça va être abordé par l'orateur suivante, dans l'homéostasie de la température, l'homéostasie du calcium. Tout ceci est absolument majeur. Et il faut des mitochondries fonctionnelles pour être un individu normal. Et puis, à côté de ça, il y a ce qu'on connaît plus, nous, médecins cliniciens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le métabolisme intermédiaire, dont une bonne partie a lieu dans la mitochondrie, qui est schématisée ici. Vous voyez toutes ces réactions biochimiques qu'on connaît, dont la finalité, donc, qui est la dégradation, le catabolisme des nutriments, dont la finalité est la production d'énergie sous forme d'ATP par la chaîne respiratoire mitochondriale. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle des maladies mitochondriales? Donc, c'est une définition assez large, serait de dire que ce sont des maladies où il y a une dysfonction de la chaîne respiratoire, donc de cette chaîne des oxydations phosphorylantes qu'on représentait avant sous forme de complexes séparés, mais on sait maintenant par des expériences de spécialistes de la recherche fondamentale dans ce domaine qu'il s'agit d'un respirazome d'un côté, de supercomplexes, et vous avez le flux d'électrons en vert qui va d'un complexe à l'autre. Vous avez là les accepteurs d'électrons qui sont le coenzyme Q10 et le cytochrome C. Vous avez la génération d'un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Et vous voyez aussi en bas que c'est tout à fait lié au cycle de Krebs et aussi à l'oxydation des acides gras. Et vous avez la dernière partie à droite, c'est l'ATP-asome, c'est-à-dire c'est le complexe ATP synthase, dont le rôle est absolument fondamental pour pouvoir synthétiser de l'ATP, énergie fournie à partir de l'annulation du gradient de protons. Ça, c'est des choses tout à fait connues. Et si on fait le parallèle avec ce dont on parle aujourd'hui, donc si on s'amuse à définir les maladies mitochondriales de façon un peu différente de celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire le point 2, dysfonction de la chaîne respiratoire des oxydations phosphorylantes,
peut-être est-ce trop restrictif? On pourrait dire que encore plus restrictif, c'est la définition 3. Historiquement, je vous rappelle que ces maladies ont été décrites dans les années 80 ou 70 plutôt, puis 80, mieux décrites par des anomalies du génome mitochondrial, définition historique, et finalement une définition très large, c'est-à-dire altération de toutes les fonctions mitochondriales, qu'elles soient héritées ou acquises. Et c'est là où on discute avec les réanimateurs, avec toutes sortes de collègues médecins, puisqu'on pourrait dire l'impact, la dysfonction mitochondriale secondaire d'origine toxique, d'origine médicamenteuse, liée au vieillissement, puisque vous savez certainement que si on fait une biopsie musculaire, un sujet de 90 ans versus un sujet de 15 ans, ce n'est pas du tout pareil. Il y a des mitochondries qui n'ont pas du tout le même aspect et qui sont beaucoup moins fonctionnelles chez le sujet âgé. Et bien sûr, ces maladies génétiques dont on parle aujourd'hui. Ça, c'était un peu de sémiologie parce que je trouve que c'est intéressant de voir les choses de cette façon, surtout pour l'exposé d'aujourd'hui. Mais je me recentre maintenant sur la définition plus restreinte de ces maladies génétiques de la chaîne respiratoire mitochondriale et je vous présente cela. Donc, ce sont des maladies qui sont très hétérogènes. Au plan phénotypique, c'est extrêmement hétérogène. Vous avez par exemple dans une même fratrie des enfants qui peuvent avoir des phénotypes totalement différents. Un même gène peut donner lieu à des phénotypes différents. Il y a une tissu spécificité qu'on comprend mal. Et il y a aussi ce double contrôle génétique. Vous savez que il y a l'ADN mitochondrial qui comporte 37 gènes, et puis il y a l'ADN nucléaire qui code pour presque 2000 protéines qui sont synthétisées dans le cytosol et exportées dans la mitochondrie où elles viennent jouer un rôle. Et il y a un peu une inversion entre enfant et adulte, c'est-à-dire que chez l'enfant, 80% ou 3/4 des maladies mitochondriales sont dues à des mutations sur ce gène nucléaire, alors que chez l'adulte, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que la majorité des maladies mitochondriales sont dues à un variant, une mutation sur le gène, dans l'ADN mitochondrial, et on parlera d'hétéroplasmie, c'est-à-dire qu'il faut franchir un certain seuil de molécules d'ADN mutées pour pouvoir avoir des symptômes cliniques. Alors ça, c'est un tableau que vous connaissez certainement. On a pour habitude de représenter les maladies mitochondriales et de représenter cette hétérogénéité clinique en disant tout symptôme, tout organe, tout âge, tout scénario, tout mode de progression et tout mode d'hérédité, c'est-à-dire le plus souvent récessif autosomique pour les gènes nucléaires, mais l'hérédité mitochondriale est particulière. On hérite nos mitochondries de nos mères et il y a quelques cas d'hérédité autosomique dominante. Et puis vous voyez à gauche cette pléiotropie de diversité d'atteintes neurologiques, endocriniennes, cardiaques, musculaires, digestives, ça peut absolument tout donner. Alors, pourquoi cette complexité? C'est réducteur de dire que c'est le double contrôle génétique, mais c'est probablement le cas. Je vous ai expliqué qu'il y avait donc 1500 gènes nucléaires qui codent pour des protéines mitochondriales versus 37 gènes de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire 1% de tout ça. On en connaît seulement 300. On connaît les 37 gènes de l'ADN mitochondrial et on connaît pratiquement toutes les maladies de l'ADN mitochondrial. En revanche, on ne connaît que 300 gènes nucléaires qui donnent des maladies sur les 1500 ou 2000 qui existent. L'autre message faux, c'est de dire que ces maladies s'expriment ou s'exprimeront dans les tissus avec besoin énergétique important, puisqu'on sait que c'est la production d'énergie sous forme d'ATP. Donc, typiquement, ça va être des patients qui vont avoir une souffrance neurologique qui peut atteindre les noyaux gris centraux, atteindre le cortex, donner de l'épilepsie, des mouvements normaux. Mais la carence énergétique n'explique certainement pas tout eu égard au rôle important et très divers des mitochondries dans l'organisme. Alors, si on revient à l'investigation de ces patients, chez l'enfant, une maladie mitochondriale telle qu'on l'a définie, alors cliniquement, on n'a rien de spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes cliniques qui peuvent être évocateurs. Il y a des signes biologiques qui vont également suggérer une maladie mitochondriale. En particulier, vous en avez largement parlé ce matin, l'hyperlactatémie, voire l'acidose lactique. Cette accumulation de lactate, elle se comprend assez facilement, on va voir tout de suite après, et on peut mesurer spécifiquement le lactate et le pyruvate par des techniques particulières, et on parlera de point redox et on regardera le rapport entre le lactate et le pyruvate, et dans les maladies mitochondriales, le lactate est beaucoup plus élevé que le pyruvate, donc il y a un rapport lactate sur pyruvate élevé. Certaines anomalies des acides organiques urinaires peuvent se voir, en particulier le 3-méthylglutaconique, ça peut évoquer une maladie mitochondriale, du lactate dans les urines. Et on a progressé beaucoup ces 10 ou 15 années par les anomalies de l'IRM cérébral dans les maladies mitochondriales à expression neurologique avec des
pattern assez particulier, bien décrit par nos collègues de l'hôpital Necker, en particulier le professeur Nathalie Baudert qui a publié sur le sujet, avec l'accumulation également de lactate qu'on peut voir en spectroscopie RMN du cerveau sur l'IRM. Simplement, tout ça peut manquer. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas là que ça n'est pas une maladie mitochondriale. Et dans le temps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on avait pour habitude de dire ça, c'est-à-dire qu'on suspecte sur des signes cliniques. Les résultats sont basés sur l'investigation enzymologique de la chaîne respiratoire qui se passe au laboratoire de biochimie sur soit la consommation d'oxygène que vous verrez après lors de l'atelier sur des fibroblastes, biopsie de muscles, soit la fonction des différents complexes de la chaîne respiratoire qui sont des activités enzymatiques. C'est extrêmement précis, c'est extrêmement également l'apanage de peu de laboratoires et parfois non spécifiques avec des résultats d'interprétation qui ne sont pas toujours évidents. Donc finalement, maintenant, ça a été supplanté par la flèche d'après, c'est-à-dire on va directement à l'étude moléculaire et on se sert de ces études enzymologiques au cas où l'étude moléculaire ne serait pas convaincante, si on trouve un nouveau gène, un nouveau variant dont on n'est pas sûr de la fonction, et on utilise ces tests enzymatiques comme validation fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est l'étude moléculaire? Ça dépend des endroits. En France, on a pour habitude d'avoir un exome ciblé, c'est-à-dire un targeted exome sequencing qu'on appelle le MITOME, où c'est une puce sur laquelle il y a régulièrement réactualisé, sur lequel il y a les 300 gènes connus. Demain, ce sera les 400 gènes connus. L'avantage, c'est qu'il y a une bonne profondeur de lecture et qu'on trouve 100%. On m'a dit que j'avais été coupé. Non? Bon. Oui, oui, si, vous avez été coupé un tout petit peu, mais… Ah bon? Ben, ça va alors. Vous avez été coupé au niveau des 100% de mutation. Ah ben ça va, merci. Non, excusez-moi, non, c'est juste que mon ordinateur m'a dit que j'avais été coupé. Donc, je reprends juste pour dire que le MITOME, l'exome ciblé est une bonne façon d'approcher ça, mais il y a aussi des gens qui font des exomes directement et qui ont une approche un tout petit peu différente, mais au fond, ça revient à peu près au même. Alors ça, c'est pour vous rappeler, mais vous le savez parfaitement, puisque c'est des schémas qui ont été montrés ce matin, en particulier par M. Fontaine, sur le rôle de cette mitochondrie dans le métabolisme oxydatif. Pourquoi il y a une hyperlactatémie? Eh bien, puisque la chaîne respiratoire ne fonctionne pas, le lactate ça va s'accumuler avec un rapport lactate sur pyruvate élevé. Et on utilise, quand on est vraiment on fait vraiment les tests à fond, également le rapport des corps cétoniques qui sont le témoin de l'état redox de la mitochondrie et qui peuvent être paradoxalement élevés. Et on parlera de cétose paradoxale. On regarde également la présence d'acides organiques dans les urines, je vous l'ai dit, des dérivés du cycle de Krebs comme le 3-méthylglutaconique. Ça, c'est ce qu'on peut faire en biochimie. C'est finalement pas très rentable parce que ça peut manquer et ça peut se voir aussi dans des dysfonctions secondaires mitochondriales, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas inintéressant de parler, je vous en ai donné quelques mots de l'imagerie, du rôle de l'imagerie cérébrale chez les malades qui, bien entendu, ont des signes neurologiques. En particulier en pédiatrie, beaucoup de ces patients avec des maladies mitochondriales ont une atteinte neurologique et ont des anomalies des noyaux gris centraux que vous voyez là avec une séquence particulière qui est la arterial spill labeling, qui est le flux sanguin dans les noyaux gris qui peut être anormal avant la survenue des lésions des noyaux gris. Sont très intéressants, en particulier pour les réanimateurs pédiatres. Ce n'est pas encore tout à fait fait en routine, mais dans notre hôpital, on commence à le faire. Si vous avez un enfant qui a une poussée de syndrome de Legg, qui je vais définir après, eh bien, on a recours à cette technique. Alors maintenant, je vais donner quelques exemples cliniques. J'espère que ça ne va pas être trop catalogue. On va essayer d'être de le faire de façon un peu divertissante, même si c'est des situations quand même assez catastrophiques. Donc, des tableaux d'acidose lactique néonatale, c'est le paradigme, c'est le nouveau-né avec une maladie mitochondriale et les réanimateurs pédiatres et néonatologues connaissent ces situations. C'est absolument terrible. C'est des enfants qui naissent en grande acidose lactique et en général, on ne peut pas faire grand-chose. Et cette acidose lactique est rarement isolée. Elle est souvent associée à une détresse neurologique, une défaillance cardiaque, une insuffisance hépatique. Et donc, c'est l'exemple de cet enfant qui, dès 26 heures de vie, présente une hypotonie, une hypoglycémie, une acidose, avec une insuffisance hépatocellulaire. Vous voyez que tous les facteurs de la coagulation sont inférieurs à 20%, et une cétonurie, ce qui est très anormal pour un nouveau-né.
Et donc, on suspecte une maladie mitochondriale. On se dit finalement, c'est une insuffisance hépatocellulaire néonatale immédiate. On a 3 grandes causes qui sont écrites là. Et on investigue un peu et on voit que cet enfant a une insuffisance hépatocellulaire majeure, des lactates à 9, une acidose lactique, une alpha-fatoprotéine élevée. Ça, c'est d'un tableau qu'on connaît, d'hépatopathie néonatale mitochondriale. Et on finit par faire le diagnostic de défaut DGEOK. Qu'est-ce que c'est DGEOK? C'est un gène nucléaire dont le rôle est de maintenir une quantité correcte d'ADN mitochondrial. Et donc, c'est ce qu'on appelle un syndrome de déplétion d'ADN mitochondrial, extrêmement grave. Après, ça peut être le même tableau, acidose lactique néonatale avec défaillance cardiaque. C'est un enfant qui était le premier enfant de parents apparentés. Vous savez que les maladies récessives sont plus fréquentes dans les familles consanguines et qui, dès 26 heures de vie, fait une polypnée d'acidose avec 25 de lactate, qui avait des échographies anténatales avec montrant une dysplasie de la valve pulmonaire et qui fait une dysfonction biventriculaire peu de temps après, et qui décède dans un tableau multiviscéral avec une hyperammoniémie, une insuffisance hépatique. Et on met en évidence ce 3-méthylglutaconique dans les urines dont je vous ai parlé. Et sur le plan moléculaire, le gène, c'est TMEM70. C'est un facteur d'assemblage du complexe 5 de la chaîne respiratoire. Et il y a beaucoup de patients maintenant rapportés, en particulier en République tchèque, comme cet article. Et il faut dire que certains passent le cap. Et on a eu un enfant qui a passé ce cap et qui malheureusement est décédé à 5 ans dans un tableau à nouveau d'acidose lactique majeure réfractaire. Alors ça, c'est deux exemples de présentation néonatale sévère. Et maintenant, je vais voir, on fait par âge, donc nourrisson et enfant, et on fera grand enfant. Et Mehdi m'avait demandé de ne pas toucher à l'adulte puisque je le connais moins, et donc je n'y toucherai pas. C'est l'histoire d'un enfant qu'on a eu qui était finalement, quand on reprenait l'histoire, hypotonique depuis la naissance, mais il consulte à 4 mois pour une hypotonie. On se rend compte à ce moment-là qu'il a un peu trop de lactate, une hyperlactatémie dans le sang et dans le LCR à l'APL. Et un mois plus tard, à ce moment-là, il a une IRM normale. Et un mois plus tard, il fait un malaise assez stéréotypé de ce syndrome de Legg en poussée, c'est-à-dire qu'il fait un malaise avec apnée, bradycardie qui le conduit en réanimation. Et vous voyez sur l'image à gauche, enfin à droite de l'écran, des hypersignaux des noyaux gris centraux, des putamènes sur cette coupe, bilatéraux et symétriques. On investigue comme on le faisait avant, c'est-à-dire qu'on fait une biopsie musculaire qui retrouve des mitochondries en agrégat et on voit qu'il a un déficit multiple de la chaîne respiratoire quand on regarde les fonctions des complexes sur le muscle. Ce patient a un variant de l'ADN mitochondrial, donc vous avez dit que c'était rare chez l'enfant, mais ça existe quand même. Homoplasmique, c'est-à-dire à 100% muté dans les tissus dans lesquels on a regardé, dans le muscle et les fibroblastes. Il fait un syndrome de West, c'est-à-dire des spasmes en flexion, qui n'est pas un West idiopathique pour les neurologues, mais un West secondaire, et il décède à l'âge de 8 mois. Vous savez que c'est l'hérédité maternelle et sa mère n'est pas porteuse de cette mutation de l'ADN mitochondrial. Et vous voyez sur ce tableau, très rapidement, un enfant qui va faire des spasmes et qui finalement, si on n'avait pas toute son histoire et son imagerie, on pourrait tout à fait le prendre pour un syndrome de West classique. Ça, c'est pour expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de la quantité d'ADN mitochondrial muté à droite, vous allez avoir un phénotype qui va être normal. On a tous des variants de l'ADN mitochondrial qui sont compatibles avec un phénotype normal et qui augmente avec l'âge. Mais si vous dépassez 50 à 60%, ça c'est bien connu, bien étudié dans la littérature par les collègues italiens et de New York, on a l'apparition de symptômes. Et pour cette mutation de l'ADN mitochondrial particulier, les gens se sont amusés à donner des acronymes. C'est-à-dire que NARP, ça veut dire neuropathie ataxie rétinique pigmentaire. Et MILS, c'est ce qu'avait cet enfant, c'est 100% d'homoplasmie, c'est Maternally Inherited Lee Syndrome, peu importe. Syndrome de Legg, mais c'est atteinte des noyaux gris, je vous ai dit, mais ça peut être aussi atteinte de la substance blanche. Vous voyez, c'est une terrible leucodystrophie bilatérale et symétrique chez cet enfant qui allait bien jusqu'à l'âge d'1 an. Et puis, sur 5 jours, il fait une perte des acquisitions motrices. Là, il n'a pas tellement d'acidose lactique. Il a entre 1,6 et 3 millimoles par litre, donc il a une petite hyperlactatémie. Il a 2,25 millimoles par litre de lactate dans le LCR, la normale, c'est 2. Mais surtout, il a un pic de succinate très anormal à la spectro-IRM qui est caractéristique de la succinate déshydrogénase, et il a un déficit en succinate déshydrogénase avec un défaut moléculaire sur le gène SDHB. Alors, je suis désolé, je vais un peu vite, mais voilà, c'est un panorama et je brosse le décor.
qu'est-ce que c'est le syndrome de Legg? Donc, Legg, Lee en anglais, c'était un anatomopathologiste londonien, je crois, qui a décrit en 1951 sur des cerveaux d'autopsie d'enfants ayant cette clinique-là des lésions anapathes qu'il a caractérisées comme étant des lésions d'encéphalomyélopathie, donc encéphale et moelle subaiguë nécrosante, qui sont des lésions à type de foyer de nécrose, de dégénération spongiforme et de spongiose et gliose, qui intéressent la substance grise centrale, les noyaux gris du tronc et la moelle haute. Les noyaux gris, pardon, et les noyaux du tronc et la moelle haute. Cliniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des enfants qui ont une encéphalopathie, qui peuvent avoir plusieurs tableaux, qui peuvent faire « je vais bien » ou « je suis un peu mou » et puis tout d'un coup, je fais un grand malaise avec apnée et je me réveille dystonique, ou je fais un grand malaise avec apnée, comme je vous ai montré, et j'installe ensuite des lésions neurologiques comme les spasmes d'infection, ou bien j'ai une régression motrice, une ataxie aiguë. Ces malaises avec apnée par atteinte du tronc sont assez caractéristiques. La présence d'une acidose lactique ou d'une accumulation de lactate dans le LCR est caractérisatrice, mais ne suffit pas au diagnostic, et c'est surtout l'évolution par poussée. Et on a bien sûr remplacé cette définition anapathe par les atteintes à l'imagerie cérébrale, à l'IRM, et vous voyez des hypersignaux bilatérales et symétriques des noyaux gris centraux. Et on est encore plus dans le diagnostic si on a un pic de lactate à la spectro-IRM. Les causes, c'est essentiellement des maladies mitochondriales. Il doit y avoir 90 gènes de syndrome de Legg. Et il y a aussi le déficit pyruvate déshydrogénase, qui est un enzyme voisin juste au-dessus de la chaîne respiratoire, extrêmement importante dans le métabolisme énergétique, dont on connaît des malades, qui peut se présenter sous forme de syndrome de Legg. On passe maintenant au grand enfant. Alors, vous m'entendez toujours là? Oui. Le grand enfant et l'adulte, je dirais, plus on grandit, plus là, il y a l'introduction des anomalies de l'ADN mitochondrial, plus on va avoir des représentations de l'adulte que je n'aborde pas, mais qui donneront plutôt ce qu'on appelle des myopathies mitochondriales, c'est-à-dire c'est des atteintes musculaires. Et là, c'est extrêmement rare, mais c'est important d'en avoir entendu parler, peut-être que vous connaissez cette maladie. C'est à propos d'une anorexie, j'ai appelé ça, en fait, c'est une jeune fille qui se présente qui présente plutôt depuis l'âge de 10 ans un tableau digestif très bruyant avec des vomissements récurrents et une grande maigreur. C'est-à-dire qu'elle a à l'âge de 10 ans ou 12 ans, 10 ans, 28 kilos, moins 4 DS pour une taille à 1,50 m, donc elle a un BMI à 12. Et donc, on lui donne l'étiquette d'anorexie mentale, ce qu'elle n'a pas du tout. Elle a une fibroscopie œsogastro-duodénale qui suspecte une pince mésentérique. Et on finit par lui faire un bilan et on voit qu'elle a 4 de lactate dans le sang, ce qui est trop. Et là, le gastro-entérologue qui s'en occupait dit « mais ce n'est pas possible, les vomissements, on m'a dit toujours, il faut regarder le cerveau ». C'est un bon réflexe pour les pédiatres, quand un enfant vomit, qu'on ne comprend pas pourquoi, on va regarder le cerveau. Et cette patiente avait une leucodystrophie bilatérale et symétrique, caractéristique de cette maladie. Elle avait en plus une neuropathie périphérique, donc c'est ce qu'on appelle le déficit en thymidine phosphorylase ou myoneurogastro-intestinale encéphalopathie, qui est bien connu maintenant, qui est un gène nucléaire qui règle l'homéostasie des nucléotides dans la mito et qui donne ce tableau très caractéristique de grande cachexie. Ça, c'est si ça vous intéresse, la physiopathe de cette maladie. Et surtout, on sait maintenant, il y a une littérature récente, et on a eu des réunions avec les greffeurs de foie il n'y a pas très très longtemps, on sait maintenant qu'un certain nombre de patients ont été pas mal améliorés par la greffe de foie. On pensait que la greffe de moelle osseuse marchait, et j'ai mis bof parce qu'en fait, c'est des malades tellement sévères qu'il y a des complications pour le coup de la greffe de moelle osseuse et de réanimation qui rendent cette procédure extrêmement dangereuse, alors que ceux qui ont une greffe de foie, on apporte l'enzyme manquante, on les améliore de façon assez significative. Et on va finir le panorama clinique finalement, j'aurais pu commencer par ça, parce que j'ai dit une histoire multiviscérale, mais en fait, le tableau qui va suivre, c'est le bonhomme avec les atteintes multi-organes que vous avez vu au début. C'est-à-dire, c'est vraiment tout. C'est-à-dire, c'est une enfant qui commence entre 0 et 7 mois, elle va bien, et puis à 7 mois, on la voit arriver dans un contexte de gastro-entérite, on se rend compte qu'elle a une anémie. Cette anémie est macrocytaire. Elle interroge les hématologues qui lui font une moelle, et là, il y a une anémie sidéroblastique avec une vacuolisation des myéloblastes, et il y a ce qu'on appelle des sidéroblastes en couronne à la coloration de Perls. Elle a par ailleurs des lactates dans le sang aux alentours de 3,5. Elle n'en a pas dans le LCR. Elle a une hypocitrullinémie isolée. Et
ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle le syndrome de Pearson, c'est-à-dire c'est une grande délétion sporadique de l'ADN mitochondrial. Voici les sidéroblastes en couronne à la coloration de Pearls à droite de l'écran. Et puis, il lui arrive toutes sortes de choses qui n'ont pas de rapport. Elle se fait un accident de la voie publique, peu importe, mais elle passe le cap de cette atteinte hématologique. C'est-à-dire qu'elle était probablement, ce n'est pas écrit, mais transfusée toutes les 3 semaines. Elle a peut-être eu une petite insuffisance pancréatique exocrine. Ça, c'est l'histoire naturelle de ces malades. Et ils guérissent de ça. Ils guérissent, il y a une espèce de lune de miel. Et puis, s'installe ensuite, quelques années plus tard, des symptômes multiviscéraux. Elle a installé une atteinte neurologique progressive, cérébelleuse, avec une fatigabilité, une atteinte musculaire. Elle a installé une endocrinopathie multiple avec une hypoparathyroïdie, un diabète nécessitant de l'insuline, une neuropathie périphérique, une atteinte du tronc à l'IRM cérébral. Et vous voyez à droite le pic de lactate en doublet inversé ici, à la spectro. Un retard de croissance staturopondéral par déficit en hormones de croissance. Et surtout, elle fait un malaise à 15 ans avec un BAV, parce que ça donne des tableaux de BAV, cette maladie-là, une syncope, une atteinte cardiaque, et une atteinte neurologique et sensorielle, et surtout une atteinte rénale avec une insuffisance rénale. Vous voyez là son débit de filtration glomérulaire en bleu, qui est une insuffisance rénale chronique évolutive, et elle meurt dans un tableau d'atteinte multiviscérale de choc septique à l'âge de 20 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça a été décrit par Agnès Rothig et les collègues de l'hôpital Necker il y a 30 ans, comme un syndrome multisystémique avec une atteinte d'abord de la moelle, avec cette atteinte hématologique, l'atteinte digestive, et ensuite le tableau multiviscéral. Et vous voyez sur ce Southern blot que la délétion de l'ADN mitochondrial est présente dans tous les tissus. Alors après, plus grand, il y a des histoires d'épilepsie partielle continue, extrêmement dramatiques, d'enfants qui vont bien. Puis cet enfant, à 15 ans, il a un état de mal convulsif partiel. On lui fait une imagerie, il a une atteinte des néogris. On met en évidence un variant de l'ADN mitochondrial et il ne fait que évoluer pas bien. Vous voyez, là, il y a un tableau d'épilepsie partielle continue puisqu'il y a des décharges tout le temps sur le EEG, et vous voyez qu'il a des myoclonies de la main gauche. Il a été en réanimation. Pourquoi il est allé en réanimation? Parce qu'il a fait des céphalées frontales, des vomissements, un état de mal convulsif, des clonies, avec des clonies de l'hémiphase à gauche. Et vous voyez que c'est très caractéristique, ça, de ce qu'on appelle les stroke-like. Donc, ce n'est pas des strokes, ce n'est pas des accidents vasculaires sur un territoire vasculaire, mais c'est des pseudo-strokes ou des stroke-like. Vous voyez ici cette lésion à droite qui va bien avec ces clonies de la main gauche, avec un hyperdébit dans la séquence ASL que je vous ai décrite tout à l'heure. Et 1 mois ou 2 mois plus tard, il refait la même chose dans un autre territoire. C'est absolument catastrophique. Ce jeune homme a maintenant 20 ans et il est effectivement, c'est une maladie évolutive. Donc, comment est-ce qu'on traite ces patients avec épilepsie mitochondriale? On ne peut pas faire grand-chose. Certains proposent le régime cétogène qui peut marcher. Et de façon intéressante, on s'est rendu compte que les corticoïdes, vous en avez parlé ce matin, ont un effet probablement intéressant en phase aiguë en cas de stroke-like. Et on a l'habitude maintenant de donner des bolus de corticoïdes à ces patients. Pardon, pas des bolus, des doses de 2 mg kg, des doses de Solumédrol standard pendant 2-3 jours avec une décroissance orale ensuite. Attention au valproate de sodium qui, dans les maladies mitochondriales, peut aggraver les choses, parce que je vous rappelle que le valproate de sodium bloque le métabolisme mitochondrial, donc prudence. Vous savez aussi peut-être que les variants hétérozygotes sur le gène polyméral gamma ont été montrés comme étant en cause chez les gens qui font une hépatotoxicité aiguë au valproate. Donc, attention. Et 1 minute pour finir, ou 2 minutes pour vous parler des traitements, parce que je crois que ce sera évoqué après les antioxydants. Donc, finalement, il y a des revues de la Cochrane 2006, 2012 et peut-être encore plus récents, où il a été analysé tous les articles sur le sujet. Il n'y a aucune évidence pour soutenir une quelconque intervention thérapeutique dans les maladies mitochondriales de façon globale. Alors, pourquoi? Parce qu'on a du mal à faire des essais thérapeutiques parce que c'est des petits effectifs, des maladies extrêmement hétérogènes. Mais il faut quand même faire attention et dire qu'il y a quelques maladies mitochondriales qu'on peut traiter, en particulier les défauts de synthèse du coenzyme Q10 que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des maladies génétiques où le fait de donner du coenzyme Q10 marche.
Là, vous avez le coenzyme Q10 qui est une quinone qui est hydrophobe et qui n'a pas d'intérêt dans les maladies mitochondriales tout venant, sauf en cas de défaut de synthèse du coenzyme Q10, qui est une rareté. À gauche, vous avez une autre quinone qui s'appelle l'idéménone, qui est plus hydrophile et qui a une meilleure biodistribution, mais qui est réservée à la neuropathie optique de Leber, LHON, et à l'ataxie de Friedreich. Et vous avez une nouveauté qui est le parabenzoquinone, qui aurait la propriété de passer la barrière hémato-encéphalique, EPI 743, et d'avoir un effet anti-inflammatoire, et qui est actuellement en essai thérapeutique dans 3 centres en France, dans l'épilepsie mitochondriale. Et on n'a pas encore les résultats de cet essai. Il est aussi testé à l'étranger. Alors, on parle beaucoup de cocktails pour les maladies mitochondriales de l'enfant, cocktail vitaminique. Moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Je vous ai parlé du régime cétogène, ça peut être une option. Et les vitamines qu'on peut utiliser, c'est la vitamine B1 thiamine, la vitamine B8, en particulier dans la maladie de Noë de la base, la maladie du gène SLC19A3. Conclusion, j'espère vous avoir montré que les maladies mitochondriales sont des maladies multiviscérales, tous les organes, tout âge, toute présentation clinique. Il y a des scénarios urgents et qui intéressent les réanimateurs pédiatres. Elles sont suspectées sur des symptômes non spécifiques, confirmées par le diagnostic moléculaire, et on s'aide maintenant beaucoup de l'imagerie, en particulier dans les atteintes neurologiques. J'en ai fini et je vous remercie beaucoup pour votre attention.